La réunion venait de débuter lorsqu'un homme représentant le clan Azur demanda la permission à l'impératrice de prendre la parole. Il exposa alors les termes de l'alliance, précisant que le prix de la mariée et la dot étaient fixés comme suit: 10 chariots d'or et 20 chariots d'argent pour le trésor de Sa Majesté, ainsi que 3500 chariots de riz et de blé distribués équitablement. En termes d'animaux, la dot incluait 115 chevaux, 300 mulets et 500 têtes de bétail. De plus, les spécialités du royaume céruléen comprenaient 1000 rouleaux de soie et 500 urnes de porcelaine. Pendant que la réunion se poursuivait, la princesse Clove chuchota au prince, lui faisant remarquer son attitude remarquable. Le prince, surpris, lui demanda si elle était toujours en colère contre lui. Elle répliqua que son oncle n'était pas un serviteur à qui il pouvait parler avec condescendance et que s'il avait besoin d'employer des insultes pour se faire entendre. Kiro lui rappela que ce n'était pas lui qui avait commencé avec les insultes. Il affirmait que l'oncle de la princesse avait raison et qu'il n'avait pas eu l'occasion d'en apprendre davantage sur l'histoire de sa famille. Il doutait que l'oncle soit familier avec la sienne. Il précisa qu'il n'avait jamais cherché à s'impliquer dans cette guerre sanglante et qu'il refusait d'être qualifié de tyran avide de pouvoir. Maintenant qu'il avait réalisé qu'il partageait avec elle le fardeau du dragon azur, il pouvait être assuré qu'il ne lui ferait aucun mal. La princesse comprit et lui rappela qu'il ne devait pas oublier que ce sont les anciens qui l'ont élevé après la mort de sa mère, et qu'il était normal qu'il soit un peu protecteur. Elle lui dit que tout ce qu'elle lui demande, c'est de songer à ravaler sa fierté de temps en temps, car il pourrait avoir besoin de leur soutien à l'avenir. La princesse Clove remarqua que l'ancienne du clan Azur regardait le prince et lui souriait. Elle disait au prince Kiro qu'il ferait mieux d'arrêter s'il savait ce qui est bon pour lui. Le prince, ne comprenant pas, lui demanda ce qu'elle voulait dire. En colère, la princesse lui répondit qu'elle faisait référence à cette attitude qu'il adopte toujours avec ses yeux. Le prince sourit et demanda à la princesse si elle pensait vraiment qu'il faisait des regards charmeurs à cette antiquité. L'ancien du clan pourpre demanda la permission à l'impératrice pour s'exprimer et celle-ci lui fut accordée. Il commença en expliquant qu'il était parmi les anciens hier qui ont supervisé les arrangements du mariage. L'ancien poursuivit en exprimant à l'impératrice que le prince et la princesse ont montré un grand potentiel, qu'ils sont compétents et puissants et que les gens de ce royaume les ont bien accueillis. Cependant, il souligna que le doute persiste chez ceux qui ne croient pas en la pérennité de cette alliance. Il ajouta qu'il parlait au nom de tout le clan pourpre, ainsi que pour tous ceux qui souhaitent s'assurer que le prince et la princesse seront continuellement renforcés dans leur position. Compte tenu du temps restant avant le couronnement, les anciens conseillèrent au prince et à la princesse de tout mettre en œuvre pour concevoir un héritier dans les prochains mois. Cette requête surprit tout le monde à la cour, y compris le prince et la princesse. L'impératrice prit alors la parole pour exprimer son étonnement face à cette audace des anciens. Elle souligna que bien que la question de la succession soit d'une grande importance, il est également crucial d'être réaliste dans les attentes. Elle rappela que le prince et la princesse ont déjà un agenda chargé avec de nombreuses affaires à régler dans les mois à venir. Cependant, elle assura que si le temps le permet, ils prendront en considération ces conseils précieux. L'impératrice s'apprêtait à clore la réunion lorsque la princesse demanda à prendre la parole. L'impératrice lui accorda la parole et lui demanda si elle avait quelque chose à ajouter. La princesse exprima alors que, concernant la dot évoquée précédemment, le prince et elle-même étaient reconnaissants des cadeaux offerts en leur honneur. Cependant, après mûre réflexion, ils estimaient tous les deux qu'aucun des deux clans ne devrait les accepter. Les anciens du clan Azur étaient surpris par la demande de la princesse. Ils se demandaient si le couple était sérieux dans cette décision. L'impératrice leur demanda des explications et c'est alors que le prince prit la parole. Il expliqua à l'impératrice que les cadeaux représentaient le premier lien entre les deux nations. C'est précisément pour cette raison qu'ils en étaient venus à penser que de tels présents pourraient servir une cause plus importante ailleurs. Ils demandaient humblement que chaque pièce et chaque grain soient distribués dans les villages les plus dévastés par la guerre. En agissant ainsi, ils allaient permettre aux deux clans de rétablir la confiance
et de réparer les blessures qui ont été infligées des deux côtés. L'impératrice commenta en disant qu'il semblait qu'ils aient mûrement réfléchi sur la question. Elle décida alors que les céréales et le bétail seraient distribués selon la demande des jeunes dragons. L'impératrice exprima son respect au seigneur Arcos pour avoir élevé une princesse aussi réfléchie, soulignant ainsi pourquoi le peuple de leur clan lui était si dévoué. Elle proposa ensuite à tous de porter un toast pour que la princesse et le prince deviennent des dirigeants compétents et guident leur royaume vers la paix. L'impératrice leva son verre et prononça « Longue vie aux dragons ». Tous firent de même en élevant leur verre, répétant les mots avec ferveur. Soudain, alors qu'elle portait son verre à ses lèvres, l'impératrice le laissa échapper et se mit à tousser du sang, provoquant la consternation générale. La princesse Carys accourut immédiatement à son côté et constata la présence du sang. Elle cria à l'aide et demanda à ce que quelqu'un appelle d'urgence le médecin royal. Les gardes ordonnèrent à tous de quitter la salle sur l'ordre du prince. L'oncle de la princesse demanda ce que cela signifiait, exprimant son inquiétude quant à la situation actuelle. Un autre ancien, à ses côtés, exigea des explications immédiates sur les secrets que le clan pourpre pouvait encore dissimuler. Pendant ce temps, le lieutenant Aaron remarqua qu'une servante murmurait des mots à la nièce du grand maréchal. Plus tard, lors du compte-rendu du médecin au prince et à la princesse, il expliqua que Sa Majesté avait déjà ressenti des malaises ce matin et qu'il craignait que le stress et la fatigue des préparatifs du mariage ne l'aient finalement rattrapé. Il ajouta qu'il avait tenté de la dissuader d'assister à la réunion, mais elle avait insisté, craignant que son absence ne soit mal interprétée. Le prince demanda alors comment elle se portait maintenant, et le médecin confia au prince qu'il essayait de soigner l'impératrice depuis un certain temps déjà. Bien qu'il ait espéré une amélioration, il craignait que les événements du jour n'aient entraîné une détérioration de son état de santé. Le prince, en proie à la colère et à l'inquiétude, demanda au médecin s'il y avait quelque chose qu'il pouvait faire pour aider. Le médecin, humblement, s'excusa auprès du prince et lui avoua que la situation était au-delà de ses modestes capacités. Il alla même jusqu'à demander à être puni pour son apparente incompétence. Pendant ce temps, l'impératrice se réveilla avec la princesse Carys à son chevet. Malgré les protestations de sa fille, l'impératrice décida que seul le prince et son épouse pourraient rester. Le médecin royal obéit immédiatement et quitta la pièce. La princesse Carys, désireuse de rester, fut interrompue par sa mère, qui lui ordonna fermement de sortir. Le prince accompagna alors la princesse Carys jusqu'à la porte et lui assura que tout se passerait bien. L'impératrice, entre deux quintes de toux, exprima son désespoir face à la confirmation des rumeurs sur son état de santé. Elle exprima ses craintes quant aux conséquences politiques de sa maladie, redoutant que ses opposants utilisent sa fragilité pour remettre en question son autorité sur le trône et la politique d'alliance avec les dragons. La princesse Clove, inquiète mais déterminée, promit à l'impératrice de prendre en charge la communication avec son oncle et les autres anciens. Elle assura à l'impératrice qu'elle ferait tout son possible pour préserver l'alliance entre les clans et maintenir la stabilité du royaume. La princesse souligna que malgré les doutes qui pouvaient exister, la cour reconnaissait le lien qui unissait le prince et elle-même. Pendant qu'elle parlait, l'impératrice interpella le prince, lui demandant s'il comptait se joindre à elles ou s'il prévoyait de rester planté devant la porte tout au long de la conversation. Le prince, après un moment de réflexion, répondit qu'il devait sûrement exister un moyen d'étouffer cette affaire. L'impératrice, compatissante, lui conseilla de ne pas se tourmenter l'esprit, soulignant que cette situation devait inévitablement être confrontée tôt ou tard. Le prince, furieux, demandait à l'impératrice si elle se rendait compte de l'importance de ses paroles. Il affirmait que dès que la cour découvrirait la vérité, le grand maréchal ferait tout pour rallier les dirigeants à sa cause. L'impératrice l'interrompit, soulignant que le grand maréchal exploitait déjà sa maladie depuis des années, alors qu'avait-il de plus à craindre? Elle soupira, exprimant sa propre appréhension face à cette possibilité. Réseau avait suffisamment d'influence pour retourner la cour en sa faveur si elle devenait incapable de régner. Cependant, il ne pouvait pas remettre en question l'autorité de 2 dragons capables de perpétuer leur lignée. Puis, l'impératrice saisit la main de la princesse, ajoutant qu'il n'oserait pas,
à moins qu'il ne parvienne à percer le mystère qui entourait la princesse. Surprise, la princesse était étonnée que l'impératrice la mette au défi ainsi. L'impératrice lui conseillait de ne pas jouer les innocentes, affirmant qu'elle avait su dès leur rencontre qu'elle cachait quelque chose et qu'elle n'avait pas imaginé qu'une tentative d'assassinat serait nécessaire pour faire éclater la vérité. L'impératrice lui avait accordé un répit compte tenu de ce qu'elle avait traversé, mais elle exigeait maintenant de savoir ce qui était réellement arrivé au dragon céruléen. Le prince intervint, demandant à sa mère de laisser la princesse tranquille. Il affirmait que la princesse ne savait rien de plus que ce qu'elle savait déjà. Il expliquait que la nuit où il s'était rendu au royaume des glaces, il avait eu la certitude que le dragon azur se retenait volontairement. En conséquence, la princesse Clove se trouvait dans l'incapacité de transmuter ou d'établir une quelconque communication avec le dragon. La princesse, évoquant les marques mystérieuses, partagea une révélation avec l'impératrice et le prince. Elle suggérait que ces marques révélaient une réalité bien plus complexe qu'il n'y paraissait au premier abord. L'impératrice, intriguée, résuma la situation en demandant si ce que la princesse insinuait, c'était que les marques en question s'étaient progressivement estompées jusqu'à ce jour et que ces visions nocturnes n'impliquaient pas uniquement un seul dragon, mais plusieurs. La princesse acquiesça, précisant que, depuis cette fameuse nuit, elle se trouvait hantée par la vision de 2 dragons, une apparition devenant de plus en plus fréquente et insistante. Elle révéla que, lors de la nuit précédente, c'était la première fois qu'elle entendait distinctement la voix du dragon azur s'adresser à elle. L'impératrice, intriguée par cette révélation, se tourna vers le prince pour lui demander si cet événement était lié d'une quelconque manière à lui. Le prince expliqua qu'il avait été contraint d'invoquer le pouvoir du dragon pourpre cette fameuse nuit pour sauver la vie de la princesse, et que la seule explication qu'il pouvait fournir était que peut-être un écho de cette expérience demeurait en elle sous forme de fragments oniriques. L'impératrice concéda que c'était une possibilité, mais regrettait que ce ne soit pas une explication complète. Elle avait espéré que le baiser échangé cette nuit-là leur aurait révélé davantage sur cette énigmatique situation. La princesse, entendant parler du baiser, fut prise de surprise et se questionna si c'était par ce moyen qu'il avait réussi à la ramener à la vie. L'impératrice exprimait son inquiétude quant à la situation. Elle reconnaissait que les rumeurs et les soupçons entourant les dragons étaient déjà suffisamment problématiques sans y ajouter de nouvelles complications. Elle insistait sur la nécessité de trouver une solution avant que leur situation ne se détériore davantage. Lorsque la princesse tenta d'intervenir, l'impératrice lui imposa le silence d'un geste. Elle expliqua qu'elle allait devoir faire preuve d'une concentration intense, car bien que sa maladie ait affaibli ses pouvoirs, elle ne les avait pas anéantis. Elle posa alors sa main sur le front de la princesse, cherchant à établir une connexion mentale pour communiquer avec le dragon à travers elle. Le prince tenta d'intervenir, préoccupé par les risques de cette intrusion psychique, mais avant qu'il puisse exprimer ses réserves, l'impératrice et la princesse furent transportées dans une autre dimension. Dans ce royaume, l'impératrice rassura la princesse, lui annonçant qu'elles allaient désormais explorer les profondeurs cachées de son esprit pour révéler les secrets du dragon. L'impératrice concentrait son pouvoir sur la princesse, résolue à révéler les mystères dissimulés. La princesse, submergée par la force de l'impératrice, commença à se tordre de douleur sur le sol, incitant le prince à intervenir, préoccupé par le bien-être de sa compagne. L'impératrice, cependant, insistait sur le fait que la douleur de la princesse était une conséquence de sa résistance et la pressait de se détendre, de respirer profondément et de permettre à son dragon intérieur de se manifester pleinement. La tentative de l'impératrice de sonder plus profondément amena son esprit au royaume des glaces, où elle fut confrontée à une vision imposante, un gigantesque rocher de glace. En s'approchant et en le touchant, elle provoqua une fissure dans la glace, révélant le dragon azur dissimulé à l'intérieur. Le dragon, loin d'accueillir l'impératrice, grogna et se prépara à l'attaquer. L'impératrice fut soudainement propulsée à distance par la force de la réaction du dragon. Alors qu'elle revenait à elle, le prince Kiro était aux côtés de la princesse Clove, s'enquérant de son état. La princesse, encore un peu étourdie,
cherchait à comprendre ce qui s'était passé. Pendant ce temps, l'impératrice se massait la tête, remarquant que l'incident avait été inattendu. Le prince exprimait son regret, affirmant qu'il savait que cela aurait pu mal tourner. La princesse, rassurant le prince sur son état, demandait à l'impératrice comment elle avait réussi cet exploit. L'impératrice expliquait que cela était le fruit de nombreuses années de méditation et de pratique, soulignant que les pouvoirs d'un dragon vont bien au-delà de la simple métamorphose. Elle ajoutait que les capacités de la princesse semblaient renaître, ce qui suscitait la question du prince sur sa certitude à ce sujet. L'impératrice répondit qu'elle en était certaine. Elle expliqua que le comportement du dragon n'était pas différent de ce qu'elle avait observé lorsque le prince Kiro et la princesse Caris découvraient leur pouvoir. Elle précisa que le dragon de la princesse était sauvage et incontrôlable, mais beaucoup plus puissant. Elle poursuivit en expliquant qu'avec le temps, le lien entre un dragon et son réceptacle permettait un plus grand contrôle, mais dans le cas de la princesse, ce lien semblait presque inexistant. L'impératrice ajouta qu'elle ne prétendait pas connaître tous les détails du passé de la princesse, mais il semblait que l'esprit du dragon avait évolué tout en restant déconnecté du sien. L'impératrice expliqua que c'était la première fois qu'elle entendait parler d'un dragon se développant indépendamment de son réceptacle, ce qui rendrait extrêmement difficile l'établissement d'un lien. Elle ajouta que ce dragon possédait un grand pouvoir et que si la princesse ne parvenait pas à le contrôler, elle ne pourrait jamais maîtriser la transmutation. La princesse demanda alors à l'impératrice comment elle pouvait apprendre à le contrôler, exprimant son désarroi face au fait que le dragon l'ignore à chaque fois qu'ils se croisent. L'impératrice remit à la princesse des parchemins ancestraux de leur famille, affirmant qu'ils étaient en leur possession depuis des siècles. Elle lui conseilla de ne jamais les perdre et de ne pas les partager avec des personnes étrangères à la lignée royale, car leurs ennemis étaient déjà suffisamment puissants. La princesse prit les parchemins et en ouvrit un, découvrant des écrits qui remontaient à l'époque du premier dragon pourpre. L'impératrice lui expliqua que bien que ces écrits ne l'aideront peut-être pas directement, ils contenaient des informations sur les capacités des dragons en matière de transmutation. Elle encouragea la princesse à les étudier, soulignant qu'il serait bien plus utile entre ses mains qu'entre les leurs pour l'aider à apprivoiser cette créature. La princesse, reconnaissante, exprima sa gratitude envers l'impératrice, mais celle-ci se mit soudainement à tousser à nouveau du sang. Le prince se précipita aussitôt à son côté. La princesse suggéra à l'impératrice qu'il était temps pour elle d'aller se reposer. L'impératrice, dans un geste de faiblesse, demanda à la princesse de l'aider. Cette dernière lui proposa de s'accrocher à elle, assurant que le lit n'était qu'à une courte distance. Une fois allongée sur son lit, l'impératrice demanda à la princesse d'appeler le médecin, ajoutant qu'elle avait mieux à faire que de s'occuper d'un vieux dragon malade. La princesse répliqua en lui exprimant son honneur à prendre soin d'elle, après tout ce qu'elle avait fait pour elle. Elle lui demanda de lui permettre de rester à ses côtés, au moins jusqu'à ce qu'elle s'endorme. L'impératrice questionna si elle le voulait vraiment, et le prince intervint en assurant qu'il ne désirait rien de plus. Il prit la main de l'impératrice et lui demanda instamment de se reposer, promettant qu'il resterait à ses côtés jusqu'à ce qu'elle se sente mieux. Un peu plus tard, l'impératrice s'endormit. Le prince et la princesse se préparaient à retourner dans leurs appartements lorsque des servantes les interceptèrent sur le pas de la porte, annonçant au prince que les officiers de la cour réclamaient sa présence en raison de l'absence de l'impératrice douairière. Une autre le pressait de venir immédiatement, affirmant qu'il ne pouvait pas les faire attendre plus longtemps. Le prince ne répondit pas, continuant son chemin, mais la princesse leur disait que le prince serait bientôt là et leur demanda simplement de leur accorder un moment d'intimité. Les servantes acquiescèrent. La princesse rentra dans leur chambre nuptiale et ferma la porte derrière elle. Une fois à l'intérieur, elle s'approcha du prince qui était près de la fenêtre. Elle lui disait qu'il est fort probable que les anciens de son clan soient toujours bouleversés par la soudaine crise de l'impératrice. Par conséquent, elle aimerait aller tout expliquer à son oncle et aux anciens avant la fin de la journée. Le prince lui répondit de faire ce qui lui semble juste. La princesse déposa les parchemins sur la table et dit au prince qu'elle espère que cela va de soi, mais qu'il pouvait toujours lui parler s'il était contrarié. Le prince lui demanda pourquoi il serait contrarié.
Il expliqua qu'il avait vécu assez longtemps pour voir la santé de sa mère se dégrader au fil des années. La voir dans cet état et être impuissant face à cette situation était l'une des raisons pour lesquelles il avait essayé de prendre ses distances en premier lieu. La princesse lui dit qu'être au courant ne l'empêchait pas pour autant d'en être affectée. Elle remarquait comment il se comportait devant Caris, devant ses soldats, voulant être fort pour eux, et elle le comprenait. Mais elle, qui a dû endurer des épreuves semblables, sait que rien n'est plus douloureux que de devoir les supporter seule. Elle exprima à Kiro qu'elle se souciait également de l'état de l'impératrice. Elle aimerait seulement qu'il y ait quelque chose qu'elle puisse faire. Soudain, le prince se rapprocha d'elle et lui fit un baiser sur le front. La princesse, surprise, rougit puis ferma les yeux, trouvant du réconfort auprès de son prince. Le prince lui disait qu'il l'avait observée attentivement et qu'elle n'avait montré aucun moment de doute ou d'hésitation. En la voyant se précipiter vers l'impératrice pour la réconforter, il ne pouvait s'empêcher d'être ému. Elle avait fait bien plus que ce qu'il aurait pu espérer. Mais cela restera toujours son fardeau. Peu importe combien il apprécie sa compagnie, il pense qu'il est temps qu'elle commence à s'occuper d'abord d'elle-même. Cela fait maintenant un bon moment qu'elle avait trouvé les réponses à ses questions. Kiro lui caressa la main et lui disait de penser d'abord à alléger son propre fardeau avant de s'occuper des siens. Il lui demanda de l'excuser, mais il pense qu'ils avaient tous les deux des choses à faire. Ainsi, le prince s'en alla, mais avant de partir, il demanda à la princesse de présenter ses excuses à son oncle pour ce qui s'était passé un peu plus tôt. Il lui recommanda de se reposer ce soir, assurant qu'il veillerait à ce que les servantes apportent ses affaires dans une autre chambre. La princesse lui répondit que les servantes ne feraient rien. Elle lui disait qu'elle est sa femme et que ses affaires devraient rester dans la chambre nuptiale, car c'est là leur place. Puis elle lui demanda s'il allait la rejoindre ce soir. Le prince Kiro esquissa un léger sourire, puis répondit à la princesse que ses parchemins ne se liraient pas tout seuls. Il ajouta que c'était une question osée, mais une fois qu'elle aurait mémorisé chaque mot de ces parchemins, il serait ravi d'en discuter avec elle. En attendant, il était sûr qu'elle les étudierait sérieusement. Pendant ce temps, les anciens de la délégation Azur qui attendaient dans une salle étaient impatients et se demandaient combien de temps ils allaient rester enfermés là-dedans. Une ancienne prit la parole et mentionna que même les dirigeants pourpres semblaient pris de court par les événements. Un autre exprima ses craintes au seigneur Arcos, soulignant que de tels événements pourraient compromettre l'avenir de leur pays. Il suggéra que le prince avait peut-être omis des informations pour atteindre sa position actuelle et qu'il devrait discuter des implications pour leur royaume. Le seigneur Arcos resta silencieux, sans répondre. Puis, un homme ouvrit la porte et annonça l'arrivée de la princesse. Un ancien souligna qu'il était impératif de discuter du statut de l'Alliance dès que possible, arguant que les dragons pourpres leur avaient menti. Il exprima également des inquiétudes quant à l'état du pays si l'impératrice était incapable de régner. La princesse remarqua le thé sur la table et demanda à son oncle s'il s'agissait du mélange de thé de sa mère. Elle affirma qu'elle reconnaîtrait ce doux parfum entre mille. Son oncle répondit en l'appelant par son prénom et il admit que c'était dans sa nature de la défendre. Cependant, il ajouta que les anciens avaient raison. Les dragons pourpres n'avaient pas su la protéger la dernière fois et face à la réalité de la situation, il craignait maintenant qu'elle soit en grand danger. La princesse adressa à son oncle ses pensées, exprimant son désaccord quant au fait qu'elle soit davantage en danger qu'au jour de son arrivée. Elle souligna que ceux qui connaissaient sa mère étaient conscients qu'elle ne partageait pas les mêmes attitudes, et malgré cela, ils avaient choisi de dissimuler cette information par crainte des conséquences. Elle déclara aux sages anciens qu'elle ne remettait pas en question leur loyauté, ni ne les blâmait pour leur jugement, mais si eux considéraient leurs alliés comme des menteurs, elle craignait qu'ils ne soient tous des hypocrites. Malgré les tentatives d'interruption d'un ancien, elle continua de s'exprimer, ajoutant que durant toutes ces années, cette guerre avait décimé leur lignée. Pourquoi, alors, devraient-ils être surpris que leurs alliés aient également souffert de la même manière? La princesse exprima qu'ils avaient déployé d'énormes efforts, bien trop d'efforts, pour mettre fin à ce bain de sang,
et elle leur rappela que les dragons pourpres ne sont plus leurs ennemis. Elle leur demanda de ne pas lui demander de faire marche arrière alors que leur peuple commençait enfin à retrouver la paix, et elle souligna l'importance de maintenir cet espoir vivant, l'espoir que ses pouvoirs reviennent. Les anciens furent surpris d'entendre ces mots de la part de la princesse. Le lendemain, le lieutenant Aaron, chevauchant son destrier, repensait à sa conversation avec le grand maréchal. Celui-ci lui avait demandé de ne pas paraître troublé et lui avait assuré que personne n'était au courant de ses visites nocturnes dans les appartements de la princesse. Le grand maréchal était conscient qu'il avait des questions depuis leur première rencontre et qu'il serait prêt à y répondre. Tout ce qu'il demandait, c'était une opportunité de discuter quelque part, loin des oreilles indiscrètes du palais. Le lieutenant lui demanda s'il refusait, suggérant s'il comptait l'utiliser pour menacer la princesse. En réponse, le grand maréchal lui disait qu'il avait de l'imagination et qu'il ignorait d'où provenaient de telles calomnies. Il précisa que son seul devoir était de servir les dragons, ajoutant qu'il aurait naturellement pensé qu'une personne aussi loyale envers la princesse ferait tout ce qui est en son pouvoir pour assurer son bien-être. Puis, il mentionna qu'il avait récemment obtenu de nouvelles informations concernant les assaillants de la nuit précédente, des détails qui pourraient les conduire jusqu'à eux. Le lieutenant Aaron demanda alors pourquoi le grand maréchal lui révélait cela. Le grand maréchal répondit que c'était parce qu'il était le seul à pouvoir l'aider et qu'il craignait que le reste ne soit confidentiel. Il lui fixa un rendez-vous de chercher le faucon le lendemain au crépuscule, assurant que ce serait à ce moment-là qu'il obtiendrait toutes les réponses à ses questions. Il lui rappela enfin que cette démarche était avant tout pour protéger la princesse. Le lieutenant Aaron suivit le faucon jusqu'à un salon de thé, se demandant pourquoi le grand maréchal se trouvait là. Il se demandait également comment il pouvait être certain que les informations fournies par le grand maréchal étaient véridiques et qu'elles protégeraient réellement la princesse. Il entra dans le salon et s'annonça, mais la dame qui l'accueillit sembla sceptique quant à l'urgence de son affaire. Elle lui fit comprendre qu'il devrait avoir de l'argent pour payer les services du salon. Le lieutenant exprima ses doutes sur la situation et s'excusa, suggérant que la dame aurait déjà compris qu'il n'était pas là pour des divertissements mondains.